Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is brought to you by Netflix. Becoming the most valuable sports franchise in the world doesn't happen without risk. A man who's willing to bet it all, and the players ready to make their own luck. America's Team, The Gambler and His Cowboys, is the story of the 1990s Dallas Cowboys and Jerry Jones's impact on NFL history. Featuring interviews with iconic 90s players and more. Watch America's Team, The Gambler and His Cowboys, streaming now only on Netflix. Salut à toutes, salut à tous. C'est la 3e étape de la Vuelta aujourd'hui. Une étape très très courte. C'est rare de voir une étape seulement de 135 km, surtout en début de tour. Parfois vers la fin, on a des étapes plus courtes, mais en début, c'est plus rare. Aujourd'hui, c'est donc 135 km. Elle n'est pas très dure. Une seule difficulté répertoriée en cours d'étape, c'est l'Issiglio, 6 km à 6,5%. Et puis l'arrivée se fait à Cérès, toujours en Italie. 2 km 500 à 3,2%, il n'y a rien de terrible comparé à hier, ça sera plus facile. Peut-être qu'aujourd'hui, des sprinteurs du style Mats Pedersen pourront être là dans le final, ce qui n'était pas le cas hier. Est-ce qu'un Jasper Philipsen pourra aussi batailler pour la victoire? C'est pas complètement impossible. Un Brian Cocard aussi pourrait être là. Alors Lewis Howlard qui est aussi plutôt bon grimpeur, Casper Van Hunden. Est-ce que les sprinteurs pourront résister au puncher au Thomas Pidcock, au Giulio Ciccone aujourd'hui, sachant que la pente est quand même 3 fois moindre qu'hier, donc c'est quand même largement faisable a priori pour les sprinteurs. Il y aura une autre difficulté à franchir qui n'offrira pas de point de la montagne, mais c'est le Corio, 2 km à 6% de moyenne, situé à 30 km de l'arrivée. Ce sera peut-être là où les sprinteurs pourront avoir le plus de difficultés. Malgré tout, je pense qu'on devrait avoir un groupe bien plus fourni qu'hier pour se disputer la victoire. Il n'y aura peut-être pas tout le monde, mais on pourrait peut-être bien avoir une bonne moitié, voire un peu plus du peloton pour aller jouer la gagne sur cette 3e étape. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Alors déjà qu'elle est courte cette étape, mais en plus là, il y a des problèmes pour Chris Harper et désormais pour Carlos Garcia Pierna, le coureur de la Burgos. Et du coup, ça fait au moins 5 km qu'on a passé le kilomètre 0 et on n'est toujours pas parti. Et sachant que ça va être une étape un petit peu intense, certainement beaucoup de monde qui va vouloir prendre l'échappée, ça peut avoir son importance là, de perdre tous ces petits kilomètres du début sur une route qui était idéale justement pour une échappée, pour se former. Mais allez, voilà, Garcia Pierna est ramené là littéralement par une moto des commissaires. Donc là, il n'aura pas d'amende, mais c'est juste qu'on a envie que la course commence. Et du coup, c'est le commissaire qui ramène Garcia Pierna en lui demandant de s'accrocher à sa moto. Et ça y est, il est rentré et la course va partir et ça attaque. Mais alors, évidemment, immédiatement. Ça faisait longtemps que les coureurs de la Cofidis, de la Lotto, de l'Intermarché Venti étaient aux avant-postes. On voit le maillot de meilleur grimpeur d'Alessandra Verret également dans les premières positions qui attaquent parce qu'il y aura des points à défendre pour le classement de la montagne. D'ailleurs, il n'est pas le leader de ce classement, c'est Vingegaard. Il le porte pour Vingegaard. Il aimerait bien l'avoir pour de vrai. Et ça devrait batailler pas mal. Il y a du monde qui va vouloir prendre l'échappée aujourd'hui parce que ce sera certainement pas la Visma The Bike qui va vouloir gérer. Ça ne le dérange pas de perdre le maillot de leader. Ça devrait plus être la Lidl Trek de Mats Pedersen, le grand favori du jour, qui va faire en sorte que les échappés ne soient pas trop nombreux à l'avant. En tout cas, ils sont nombreux à vouloir y aller et à être motivés. Et du coup, pour l'instant, ça ne fait pas d'écart, pas de différence, car il y a trop de monde qui attaque. Un premier groupe là qui fait la différence, un groupe de 4 coureurs, avec justement Alessandro Verret, en compagnie aussi de Luca Van Boven, le coureur de l'Intermarché Venti. On a aussi Patrick Gamper pour la Jayco Alula et Sean Quinn pour l'IF. Pas de coureur pour la Cararual ou la Burgos, mais il y a encore des attaques dans le peloton, notamment des coureurs de la Cofidis qui ne sont pas réussis à être devant, ainsi qu'un coureur de la Q36.5 il me semble qui attaque, et la Lidl Trek qui gère un petit peu tous ceux qui tentent de sortir désormais. 4 coureurs, ils veulent bien, mais dès qu'il y en a 5, 6, 7 ou 8, il y a toujours un coureur de Lidl Trek qui les poursuit pour éviter que il y ait une échappée de 10 coureurs qui partent à l'avant, qui deviennent ingérables. C'est clairement la Lidl Trek qui suit les coups, qui se charge de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui parte en échappée.
5 coureurs de la Lidl Trek aux 5 premières places du peloton qui roulent déjà. Ils ont empêché quiconque d'autre de sortir. Ils ont donc ce groupe de 4 coureurs à l'avant à gérer. Et ça ne devrait pas être un souci pour eux. Il y a 1 minute et 18 secondes d'avance pour les 4 hommes de tête. On est à 118 km de l'arrivée. Et là, ceux qui pensaient, ils étaient nombreux à se dire que peut-être c'était une bonne journée pour une échappée pour aller au bout. Et là, je pense qu'ils ont revu leurs ambitions à la baisse là, parce que la manière dont la Lidl Trek est déjà en tête du peloton et se met à rouler alors qu'il n'y a une échappée que de 4 coureurs et que l'écart n'est que de 1 minute 20. C'est clair, net et précis aujourd'hui. On veut amener ce peloton au sprint et sur ce sprint en montée, on croit fortement aux chances de Mats Pedersen de gagner. C'est normal, c'est le meilleur sprinter quand on est sur des pourcentages comme ça autour de 3-4%. Il faudra quand même passer les 2 principales difficultés, l'Issiglio et ses 6 km à 6,5%. Et puis celle qui est non répertoriée, le Corio, qui est beaucoup plus court, 2 km à 6%. Et ça montera même avant ce Corio pendant une bonne dizaine de kilomètres. Donc il faudra voir les jambes. Et si jamais une équipe, je sais pas moi, comme la Q36.5 décide de durcir à fond pour permettre à Pidcock de passer, mais pas Mats Pedersen, ça pourrait désorganiser le travail d'équipe là de toute la Lidl Trek. L'écart qui est bel et bien stabilisé autour de 1 minute 20. C'est vraiment minime. On est à 99 km de l'arrivée et la Lidl Trek fait passer un message à tout le monde là. Et surtout aux échappés. N'essayez même pas d'avoir de l'espoir. On vous a à l'œil, on vous tient. Et on ne vous laissera pas aller au bout basiquement. À noter, j'ai pas parlé de 2 coureurs qui ont abandonné, qui n'ont pas pris la course ce départ après Guillaume Martin qui a malheureusement chuté, qui s'est fracturé 2 vertèbres hier, d'où son abandon aujourd'hui. On a Roré Arcas, le coureur de la Movistar, qui lui aussi est tombé hier. Il a fini, mais il n'a pas pu repartir ce matin. Et puis Axel Zingle, qui a vécu une journée hier assez bizarre. Il est donc tombé, il s'est déboîté l'épaule. On a mis du temps à lui remettre cette épaule. Il a dû aller dans l'ambulance, puis il s'est redéboîté une deuxième fois. Et quand il s'est déboîté l'épaule, il a laissé son vélo là, à un spectateur qui était là, le temps d'aller dans l'ambulance et de se faire remettre l'épaule de nouveau. Et quand il est sorti, il y avait plus de spectateurs, plus de vélo. Il se l'est tout simplement fait chourer par ce type qui était là au bord de la route, qui vraiment n'a pas de race pour faire un truc comme ça. Et puis pour la Visma Isobak, c'est pas fini parce que ok, Vingegaard a gagné, ça c'était la bonne nouvelle. Mais ce matin, ils se sont fait voler la plupart de leurs vélos dans leur camion. 18 vélos volés, 250 000 € environ. Là, c'est pas juste un type qui a vu une opportunité, c'est carrément du crime organisé. Ils ont réussi à trouver des vélos, mais ça pourrait quand même avoir son importance, notamment sur le chrono ou sur les étapes de montagne où avoir son vélo réglé parfaitement peut avoir son importance si jamais ils ne les retrouvent pas d'ici là. On est parti dans cette ascension de l'Issiglio, col de 2e catégorie. Il y a 5 points à prendre au sommet. Et Alessandro Verret, il s'inquiète un petit peu de la présence du peloton qui n'est pas très loin. Pourtant, l'écart a grandi. Il y a 2 minutes 30, la Lidl Trek a décidé de ralentir le rythme juste avant le début de cette ascension. Ils se sont dit peut-être que s'ils étaient trop près, ça allait inciter des coureurs à tenter de faire le jump. Du coup, ils ont ralenti un petit peu. Et Alessandro Verret, lui, par contre, il fait l'ascension à fond. Et il a lâché Patrick Gamper. Et là, c'est Luca Van Boven qui lâche à son tour. Il n'y a plus que Sean Quinn dans la roue d'Alessandro Verret. Il a décidé, Alessandro Verret, d'être sûr qu'on ne le batte pas au sprint là au sommet. Et du coup, il s'est débarrassé des moins bons grimpeurs que sont Van Boven et Patrick Gamper. Alors, on vit bien sûr, pour l'échapper d'aller au bout, c'est très 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 mauvais. Par contre, son objectif à Verret, c'est plus les points qu'il y a à prendre là. Du coup, ils sont plus que 2 d'un coup à l'avant, Sean Quinn et Alessandro Verret. On est à 73 km de l'arrivée. Ils ont 2 minutes 30 d'avance sur le peloton qui lui monte tranquille. Aucune équipe qui tente de durcir la course, de lâcher les sprinteurs. On y va mollo. Allez, on se rapproche du sommet et Alessandro Verret, il fait vraiment tout pour passer en tête. Et allez, Sean Quinn, il n'a pas essayé de le dépasser au final. Non, il passe 2e. Alessandro Verret, il a vraiment tout donné pour passer en tête. Il a fait l'ascension à fond. Sean Quinn est resté dans sa roue et du coup, il n'a pas essayé de le sauter sur la ligne. 5 points pour Alessandro Verret, qui sera donc de nouveau officiellement le meilleur grimpeur de cette Vuelta ce soir. En tout cas, là, dès qu'on est passé dans la descente, Sean Quinn a pris la tête de ce duo pour faire la descente en tête. 2 minutes d'avance sur le peloton qui est monté quand même à un bon petit rythme. Quelques coureurs lâchés par-ci par-là, mais ils ne sont pas nombreux quand même. Avoir été distancés, ils devraient rentrer ensuite justement dans cette descente. Et puis en bas de cette descente, il y aura le sprint intermédiaire. Alors il y aura 6, 4 et 2 secondes à prendre pour les échappés, plus des points pour le classement du meilleur sprinter. Pour les 5 premiers, comme ils sont 4 échappés, je pense que Luca Van Boven et Patrick Gamper ne seront quand même pas repris par le peloton d'ici là. Il y aura donc 10 points à prendre pour le 5e. Et ce 5e, ce sera un coureur du peloton. On verra si Ethan Vernon, comme hier, sera capable d'aller chercher les 10 points qu'il reste à prendre à ce sprint intermédiaire.
sans se battre. C'est Sean Quinn qui passe en tête de ce sprint intermédiaire à 56 km de l'arrivée. Alessandro Vere qui est dans sa roue, qui ne lui a pas disputé, ils se sont partagés. L'un les points de la montagne, là les points du sprint intermédiaire. Sean Quinn qui est le coureur le mieux classé au classement général dans cette échappée matinale. Il n'a que 1 minute et 20 secondes de retard sur Jonas Vingegaard. Et là, il prend 6 secondes en plus de bonif. On va voir dans le peloton qui va aller se battre pour les 10 points qui restent parce que Patrick Gamper et Luca Van Boven sont ensemble. Ils sont pas très loin devant le peloton, une trentaine de secondes, mais ils vont passer avant le peloton. Il y aura donc que la 5e place qui restera attrapée. Et pour l'instant, c'est le Lidl Trek qui mène fortement. Jesper Philipsen est plutôt en fond de la classe. Là, il a eu du mal à finir l'ascension. Il était légèrement distancé dans la descente. Il est tout juste revenu. Je pense pas qu'il pourra aller disputer. Je vois pas non plus de maillot d'Israël Première Tech d'Ethan Vernon. Ah, attention parce qu'au final, ils sont en train de revenir sur Luca Van Boven et Patrick Gamper juste avant le sprint. Et du coup, Mats Pedersen qui est sorti et qui va prendre la 3e place. Ouais, ils les ont rattrapés juste au moment. Mats Pedersen qui va, et c'est Jonas Vingegaard qui va aussi. Et oui, le maillot rouge de Jonas Vingegaard qui va prendre quelques petits points. Il y a Brian Cocard qui a tenté d'y aller aussi, mais il n'aura pas réussi. C'est Jonas Vingegaard. Il s'est peut-être dit, il y a peut-être des secondes à prendre, je pense. C'était pas pour le maillot de meilleur sprinter, mais voilà. Il y avait 2 secondes en fait encore à prendre. Mais il a réagi trop tard quand il a vu que les 2 échappés avaient été repris. Il s'est dit qu'il aurait peut-être pu y aller. C'est trop tard, c'est Mats Pedersen qui a fait 2e. Et un équipier, est-ce que c'est Carlos Verona pour la Lidl Trek qui a fait 5e et Vingegaard 4e. Bon, il prend des points, mais il prend pas de secondes. C'était son objectif. Il a, je pense, réagi instinctivement là quand il a vu qu'on a repris Van Boven et Gamper. Il aurait pu avoir des secondes à grappiller, ça ne sera pas le cas. Et puis dommage pour Brian Cocard qui est le seul autre coureur à avoir participé à ce sprint intermédiaire, mais qui passe en 6e position et qui ne prend aucun point. 49 km de l'arrivée et l'écart qui se réduit entre les échappés et le peloton, plus qu'une minute 20. Alors là qu'à l'arrière, c'est Esteban Chavez pour l'IF qui a une crevaison et vient de crier sur la voiture neutre pour dire hey, arrêtez-vous, donnez-moi un vélo. Il les a vraiment arrêtés, il savait que sa propre voiture était loin. Donc il a hurlé sur la voiture nôtre. Tiens, on va s'intéresser à son équipier, Esteban Chavez, Sean Quinn, qui est à l'avant. Jeune américain de 25 ans, qui compte 2 victoires dans sa carrière, alors que Alessandro Vere n'en compte aucune. Coureur qui était fermé dans l'équipe de Lagensberman Axeon, une équipe connue aux États-Unis pour former de nombreux coureurs. L'équipe dirigée par Axel Merckx, le fils d'Eddy Merckx. Il a rejoint cette équipe de l'IF Education Easy Post en 2022. Et il y est toujours, Sean Quinn. 2 victoires donc. Une étape de la semaine internationale Coppi et Bartali en 2023. Et puis, il a été champion des États-Unis de la course en ligne en 2024. Il a perdu son titre cette année aux dépens de Quinn Simmons. Et cette saison, il a vécu une saison compliquée puisqu'il était gravement blessé. Il n'a pas couru suite à un abandon, une chute sur l'UAE Tour en février. Il n'est revenu qu'en juillet sur le Tour d'Autriche qu'il a également abandonné avant d'être là sur cette Vuelta. C'est tout ce qu'il a fait à peu près cette saison. Sean Quinn, très peu de jours de course. Seulement 10 jours de course avant de faire cette Vuelta. C'est la 2e fois qu'il participe à la Vuelta. Il y était il y a 2 ans. Il avait terminé 80e au classement général et fait 23e dans une étape comme meilleur résultat. Il a fait aussi une fois le Tour de France l'an passé, 25e d'une étape comme meilleur résultat. Coureur qui a aussi participé une fois au Tour de Lombardie. C'était en 2022, il ne l'avait pas fini. Il a 25 ans, mais c'est donc plutôt encore un débutant. Et surtout qui a eu une saison tronquée par une blessure qui revient et qui se montre plutôt en forme dans cette étape. Il aimerait bien enfin peut-être aller chercher un gros résultat sur une étape, sur un gros tour. Lui qui n'est jamais entré dans les 20 premiers d'une étape. Ça sera compliqué aujourd'hui parce qu'ils sont que 2 à l'avant avec Alessandro Vere et le peloton qui roule fort. Pour Lidl Trek, on a passé la principale difficulté du jour. Il reste encore une petite ascension de 2 km à 6%, mais là, c'est encore une fois une mission très très compliquée pour les échappés qui ne sont pas à la fête du tout pour l'instant depuis le début de cette Vuelta. On leur laisse jamais beaucoup d'avance ni beaucoup d'espoir. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it.
and preppy polos that say I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Le dernier homme debout sera Sean Quinn. Alison Reveré s'est relevé. Il a eu les points qu'il voulait du classement de la montagne. Il faut qu'il garde des forces. Demain, il y aura encore des points à aller chercher en début d'étape surtout. Donc il s'est relevé. Sean Quinn est désormais seul en tête. Il a 43 secondes d'avance sur un peloton qui est toujours mené par l'équipe de la Lidl Trek. Si Mats Pedersen ne conclut pas, ça sera une journée assez, même très très décevante pour la Lidl Trek. Parce qu'ils ont vraiment travaillé. Ils ont perdu des forces qui pourraient ensuite leur manquer pour épauler Ciccone en montagne. Donc là, il y a la pression quand même sur les épaules de Mats Pedersen. C'est un petit peu une situation similaire à ce qui s'est passé hier avec la Q36.5 et Thomas Pidcock. On est à 33 km de l'arrivée désormais, plus qu'un homme en tête. Un peloton entier à la poursuite de celui-ci. Et a priori, il reste encore ces 2 km à 6% de moyenne à passer. Mais sinon, on se dirige vers un sprint quasi massif au final aujourd'hui. Il aura tenu jusqu'à 19 km de l'arrivée. Sean Quinn, il est finalement repris. Mais il se sera fait plaisir. Aujourd'hui, Sean Quinn, il aura retrouvé une vraie vie de cycliste. Il aura retrouvé la forme dans un peloton professionnel. Il aura bien mérité son petit prix de la combativité et les 200 € qui vont avec. C'est pas cher payé pour l'énorme effort qu'il a fait. Désormais, le peloton est groupé. Personne n'est vraiment distancé. On est parti pour un sprint massif. Et pourtant, attention, ça va être dangereux parce que la route jusqu'à l'arrivée est assez étroite. Il y a même un virage à 90 degrés à 75 mètres de l'arrivée. Donc attention, il y aura une grosse guerre de positionnement. Ça sera même primordial, le positionnement, encore plus que le sprint. Donc ça promet de jouer des coudes. Et attention au risque de chute qui est donc très très élevé. Parce que le peloton est groupé et il n'y a vraiment pas de la place pour tout le monde à l'arrivée là. Ah tiens, Jasper Philipsen qui semble être distancé là. Il semble ne pas insister. On est à 8 km de l'arrivée. C'est pourtant pas forcément une partie où ça monte beaucoup. Mais il paye peut-être les efforts de la journée aujourd'hui. Jasper Philipsen en difficulté. A priori, là, il est distancé par le peloton. Je ne pense pas qu'il sera là dans le final pour aller disputer la victoire d'étape, le vainqueur d'il y a 2 jours. On est à 3 km de l'arrivée. On va bientôt attaquer le pied de cette difficulté qui va nous amener jusqu'à la ligne finale de Tserès. 2 km 600, 3% de moyenne à peu près, mais il y a des passages à plus de 7% quand même. Donc attention, on voit la Visma The Bike bien placée pour protéger Vingegaard. La Movistar qui tente d'amener Orlui Saolar. La Lidl Trek évidemment de Mats Pedersen, toujours plutôt aux avant-postes. On a la Groupama FDJ aussi, pour qui on travaille aujourd'hui. Est-ce que Gaudu ou peut-être Thibaut Gruel vont pouvoir aller faire ce sprint en montée là. À l'arrière, on a des coureurs distancés, outre Jasper Philipsen, qui ne sera pas du tout là. J'ai vu par exemple Nance Peters être lâché. Côté de la Décathlon, c'est peut-être Jordan Labrosse ou Léo Bizio qui vont faire le sprint. 2 km de l'arrivée. Et là, c'est Victor Kampenarts qui prend la tête du peloton et qui fait un énorme effet. Est-ce qu'ils vont emmener Jonas Vingegaard à aller carrément faire le sprint là? J'ai l'impression que c'est vers ça qu'on se dirige, en tout cas parce qu'ils n'ont plus de sprinteurs. C'était Axel Zingler, c'était une bonne étape pour lui, mais il n'est plus là. Là, c'est pas seulement que de la protection pour Jonas Vingegaard. On fait le rythme le plus difficile possible. Vingegaard est en 3e position. On a des coureurs de l'Ineos aussi bien placés, peut-être pour le monégasque Langelotti, avec Magnus Sheffield. Ben Turner aussi, pourquoi pas, c'est un bon client pour aujourd'hui. Un sprint comme ça en montée, avec Kampenarts qui se relève. C'est autour de... c'est Ben Tullet qui fait le tempo. Mais la Lidl Trek qui reprend les choses en main et qui est à coude avec aussi l'Ineos Grenadier là, qui amène Filippo Ganna. Ah, il y a Filippo Ganna aussi qui pourrait le faire ce sprint. Il a été discret depuis le début de cette Vuelta Ganna. On passe la flamme rouge et là le peloton qui est très très étiré. C'est le moment où le placement est vraiment important parce qu'il y a des petites cassures qui commencent à se faire dans le peloton, qui se réduit, qui perd des dizaines d'unités seconde par seconde. Là, il y a un virage à 180 degrés. On est à 900 mètres de l'arrivée. Il n'y a plus qu'un équipier pour Mats Pedersen qui a Jonas Vingegaard directement dans sa roue. C'est Badgioli qui est encore là, il me semble, pour Pedersen. Non, je pense que Giulio Ciccone doit quand même pas être loin encore quelque part. Et là, c'est vraiment dur. Orlui Saolar qui est là en 4e position, qui s'accroche également. Mais là, on n'a plus que ça. Pedersen, Aolar, Vingegaard avec Badgioli. C'est David Gaudu qui est là aussi, qui s'accroche, qui est dans ce bon groupe. Et la victoire va se jouer entre ces 5-là. Badgioli, Pedersen, Aolar, Vingegaard et Gaudu. J'ai l'impression que ça a lâché pour Ganna. Et c'est parti pour Mats Pedersen qui prend la tête. Il a Vingegaard dans sa roue. Gaudu en 3e position. C'est le virage là, à 50 mètres de la ligne, que passe Pedersen en tête. Mais David Gaudu qui a pris l'intérieur, qui tente de le dépasser. Le duel entre Gaudu et Pedersen. Mais c'est Gaudu! C'est David Gaudu qui va aller chercher la victoire incroyable devant Mats Pedersen et Jonas Vingegaard.
La victoire du Français qui retrouve une nouvelle fois la forme et la joie sur la Vuelta, sa course de prédilection comme l'an passé. Il avait passé une année très très compliquée sur la Vuelta, il avait fini 6e du général. Et là il fait carrément mieux, il remporte une victoire d'étape. La victoire de David Gaudu qui est fort sur les sprints en montée. Mais normalement quand c'est un peu plus pentu, là c'était quand même pas très pentu. Mais il a suivi la roue de Vingegaard et surtout il a fait le bon mouvement là dans ce virage à 75 mètres de l'arrivée. Il a pris l'intérieur alors que Pedersen a pris plutôt l'extérieur. Vingegaard a suivi la roue de Pedersen et Gaudu s'est décalé à l'intérieur et ensuite il a fait son sprint et il a réussi à battre tout simplement Mads Pedersen au sprint. Alors ça c'est magnifique, mais ça s'est vraiment joué dans la prise du virage. Il avait 30 cm d'avance après ce virage et il les a gardés jusqu'au bout. Pedersen battu et là ça va faire mal à la tête de Mads Pedersen qui doit être vraiment très déçu. Toute la Lidl Trek a travaillé toute la journée et il est battu par un étonnant David Gaudu qui déboîte Alois Solar. Là juste avant ce virage il a lâché à Olar, il pouvait plus suivre le rythme de Pedersen. Il n'y avait que Vingegaard et Gaudu et là dans le virage hop, il prend le virage intérieur et d'un seul coup il passe de la 3e à la première place tout simplement et ensuite il résiste jusqu'au bout à Mads Pedersen. La victoire de David Gaudu, la victoire française, la victoire pour la Groupama FDJ. Là aussi une équipe plutôt en difficulté quand même cette saison. Joie totale pour David Gaudu aujourd'hui, 3e hier, vainqueur aujourd'hui. Il avait gagné qu'une seule course cette saison, c'était une étape du Tour d'Oman, David Gaudu en février. Et depuis plus rien et même des grandes difficultés. 30e au classement général du Tour de Romandie, 66e du Giro. Il avait été jugé hors de forme pour participer au Tour de France. Encore récemment sur le Tour de l'Ain, ça n'allait pas. Il n'avait fait que 39e du classement général. Et bah là, d'un seul coup, sur cette Vuelta qu'il aime bien, puisqu'il avait déjà remporté 2 étapes. C'était en 2020, il avait terminé 8e du classement général. L'an passé, il avait réussi à terminer 6e du classement général en faisant 2e d'une étape sans victoire. Bah là, cette fois-ci, c'est la victoire dès la 3e étape. Après avoir fait 3e hier, vainqueur aujourd'hui, David Gaudu. Il devance un Mads Pedersen qui doit être vert de rage. Et là, les deux coureurs de Lidl Trek, Giulio Ciccone et Mads Pedersen, à chaque fois 2e pour un rien. La Lidl Trek qui n'a pas l'habitude de connaître tant d'échecs, qui avait survolé par exemple le Giro de manière incroyable. Et bien pour l'instant, cette Vuelta, ça ne va pas dans leur sens. Et puis Jonas Vingegaard qui vient prendre la 3e place et qui vient prendre du coup 4 secondes de bonif. Ça aussi c'est important et c'est important aussi pour le maillot rouge qui, on va le voir, va rester sur les épaules de Jonas Vingegaard pour un rien. La suite du classement, Giulio Ciccone, 4e, c'était lui en fait qui menait Pedersen justement, c'était pas Badjoli, c'était Ciccone, donc il fait 4e. Jordan Labrosse, joli 5e place, il a jailli dans le final pour doubler Alois Solar, 6e, puis suivent Buitrago, 7e, Egan Bernal encore bien placé, 8e. Björn Kurt pour la Picnic Postenel qui fait 9e et puis Jay Hindley qui complète le top 10. Un groupe de 72 coureurs qui est arrivé dans le même temps. Du coup, aucun coureur du classement général bien sûr qui n'a perdu de temps. Et puis, dernier du jour et très loin de l'avant-dernier, Carlos Garcia Pierna, celui qui avait eu un souci dès l'après-course et que l'on avait attendu à bon moment avant de pouvoir lancer la course. A priori, il aura passé vraiment toute sa journée à l'arrière parce que là, il termine à 26 minutes et 17 secondes. Soit seulement 4 minutes avant la fin des délais et surtout près de 10 minutes après l'avant-dernier. Donc journée très compliquée pour le coureur de la Burgos, mais c'est bon, c'est passé. Et puis on n'oublie pas les 2 non-partants du jour, Axel Zingle et Jorge Arcas, qui ont quitté cette Vuelta au classement général. Et donc c'est Vingegaard qui est toujours leader. Il est dans le même temps que David Gaudu. Lors des 2 dernières étapes, Vingegaard a fait 1er et 3e, Gaudu 3e et 1er. Et du coup, pourquoi Vingegaard est le leader ? Ça se joue au classement de la première étape. David Gaudu, sur ce sprint remporté par Jasper Philipsen, avait fait 49e, alors que Jonas Vingegaard avait fait 41e. Et c'est juste pour ça, pour ces 8 petites places d'écart lors de la première étape, que Vingegaard est le maillot rouge. C'est dommage pour David Gaudu. Demain, c'est une étape qui pourrait se finir au sprint. Il aurait intérêt peut-être à essayer d'être le mieux placé possible pour aller chipper ce maillot rouge à Vingegaard, qui en plus ne serait pas forcément très mécontent de le perdre. Donc il y aura un coup à faire demain pour Gaudu pour aller remporter ce maillot rouge. La suite du classement, Giulio Ciccone 3e à 8 secondes, Bernal à 14 secondes et le reste des favoris à 16 secondes. Au classement par points, Jonas Vingegaard par contre devient leader de ce classement, à la fois grâce à son sprint intermédiaire où il est allé faire 4e et sa 3e place du jour. Il est désormais leader, il devance Giulio Ciccone et David Gaudu dans ce classement. Philipsen n'est plus que 4e. Au classement de la montagne, Alessandro Verret, grâce à son échappée du jour, reprend son bien devant Jonas Vingegaard et David Gaudu. Pas de changement au classement du meilleur jeune. Juan Ayuso
garde ce maillot, mais attention, il est toujours dans le même temps que Valentin Paré-Peintre et Junior Le Cerf. Là aussi, ça ne se joue donc qu'aux places. Demain, j'ai dit, c'est une étape qui pourrait se terminer au sprint, même si ça grimpe en début d'étape. Il y a 3 ascensions qui vont s'enchaîner et pas forcément des faciles. 6 km à 5,6%, 8 km à 6% et 14 km à 4,3%. Il y a donc peut-être des sprinteurs en difficulté, mais cette dernière ascension est située à 120 km de l'arrivée. Et ensuite, c'est une très longue descente, mais c'est au moins 80 km de descente. Puis ensuite, encore 60 km de plat, jusqu'à une arrivée qui se fera là aussi sur du plat. Donc malgré ces difficultés, on devrait avoir un sprint massif, à moins qu'une échappée nombreuse parvienne à s'exiler en début d'étape. Est-ce que la Lidl Trek de Mats Pedersen, qui doit être très revancharde là, après ses 2 échecs successifs, va tenter de durcir la course d'entrée pour lâcher les sprinteurs et tenter d'amener un sprint avec un peloton réduit? Ou est-ce que ils ont déjà fait beaucoup d'efforts aujourd'hui et ils vont se reposer demain? On verra. Demain, ça sera une arrivée en France. En plus, on quitte l'Italie, mais on arrive en France dans cette Vuelta en Espagne qui donc visite pour l'instant l'Europe, mais toujours pas l'Espagne. Ça sera la 4e étape demain. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.